Bonjour à tous. Merci d'être là. Nous savons que c'est un créneau qui est compliqué pour nous tous, ce créneau de la pause déjeuner. Et donc, merci à tous ceux d'entre vous qui sont là. Merci supplémentaire. Donc, dans le cadre des dialogues du pôle tropique et Méditerranée, donc l'objectif de ces dialogues, c'est de permettre une ouverture au-delà des contenus d'enseignement, une ouverture sur l'extérieur, sur le monde professionnel, sur les différentes thématiques sur lesquelles nous travaillons. Et donc là, nous sommes dans un cycle de 3 conférences, donc 3 dialogues qui ont été consacrés à cette ouverture sur, d'une part, une structure, donc les travaux de l'IRAM, et puis l'ouverture sur la thématique de l'agroécologie. Comment est-ce qu'on accompagne l'agroécologie sous différents angles. Donc nous avons eu nous avons eu 2 autres entrées autour de cette question. Une première entrée autour du travail sur l'agroécologie dans le monde de l'élevage. Donc ça, c'était il y a un petit moment déjà. Cédric qui était venu en novembre ou en octobre. Ensuite, il y a eu une autre étape autour de la réflexion sur l'agroécologie dans le maraîchage et donc l'accompagnement de ces dialogues-là. Et puis aujourd'hui, donc 3e étape, les dimensions institutionnelles politiques de ces questions d'agroécologie. Alors pour certains d'entre vous, vous avez rencontré assez récemment quelqu'un qui venait de soutenir sa thèse sur ces questions-là à Madagascar, Taïnra Harisson. Donc dans le cadre de MOCAS, vous avez eu cette rencontre. Donc il a commencé à vous donner un peu des jalons sur les questions qu'on peut se poser autour de ces thématiques, autour de l'idée que développer l'agroécologie, c'est une question des enjeux d'ordre très technique, mais ce sont aussi des enjeux très organisationnels, très institutionnels, et que ce sont des dimensions qui peuvent être aussi des facteurs de blocage importants. Et que donc dans un accompagnement du développement de cette discipline, thématique, pratique, donc qui est l'agroécologie aujourd'hui, il faut vraiment arriver à se préoccuper de ces différentes dimensions. Donc aujourd'hui, donc je passe la parole à Frédéric Bazin qui va nous parler de ces dimensions-là, abordées par l'IRAM. Et ce qu'on disait tout à l'heure en introduction, c'est que cette rencontre, c'est à la fois sur les thématiques que je viens de préciser, mais aussi sur la dimension en termes de métier pour un agronome, un agroéconomiste. Qu'est-ce que ça veut dire que de travailler sur ces thématiques-là ? Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire au quotidien ou moins quotidien, mais en termes de métier, qu'est-ce que ça représente ? Donc, un point des apports, mais aussi un temps donné pour des échanges, les questions, les réponses dans cette fenêtre de 1 heure. Merci. Et merci à l'IRAM d'avoir fait cette proposition sur les 3 temps. Bonjour à tous. D'abord, je dois dire que c'est un plaisir pour moi d'être ici. C'est la première fois que je suis ici de ce côté-ci de la salle et pas assis à écouter quelqu'un en train de faire un cours ou une conférence. J'étais étudiant ici à l'époque où ça s'appelait le CNEARC, il y a déjà quelques années. Et j'ai vu beaucoup de gens qui venaient ici faire des conférences et dont certaines étaient assez marquantes, dont je me souviens encore aujourd'hui. Voilà, donc c'est vraiment, pour moi, c'est un plaisir d'être ici et puis d'une certaine façon de rendre un peu de ce que j'ai reçu dans l'institution. Donc je m'appelle Frédéric Bazin, je suis donc agronome, j'ai fait mes études ici à Montpellier. Et je travaille depuis... Alors, à la fin de mes études, j'ai travaillé pendant longtemps au Brésil. Et puis après, j'ai travaillé en Asie du Sud-Est, au Laos.
Et depuis 2007, je travaille donc à l'IRAM, qui est l'Institut de recherche et d'application des méthodes de développement, qui est un bureau d'études associatif, qui a ses bureaux à Paris et à Montpellier. Bon, je ne vais pas vous présenter l'IRAM, parce que si vous avez eu les collègues avant, vous devez avoir une petite idée de ce qu'est l'IRAM. Moi, je travaille dans un pôle qui s'appelle Acteurs, ressources et territoires. Et donc, je travaille essentiellement sur les questions de développement des territoires et de gestion des ressources naturelles. Donc, je ne suis pas vraiment un spécialiste des politiques publiques et je m'en excuse par avance. En fait, c'est une de mes collègues qui devait venir vous faire la présentation, mais elle est actuellement en Mauritanie. Et du coup, elle m'a demandé de la remplacer. Donc peut-être je ne vais pas avoir les réponses à toutes vos questions. Voilà. Mais il se trouve que depuis un an, j'ai remplacé cette collègue dans le suivi d'un projet qui s'appelle le programme agroécologie en Afrique de l'Ouest. C'est un programme qui est financé par l'Union européenne et l'Agence française de développement et qui travaille à promouvoir l'agroécologie dans les politiques publiques de tous les pays de la CEDEAO. Voilà, donc je vous parlerai plutôt du coup un peu de cette expérience de ce programme agroécologie PAE, de ce que ça nous dit en termes d'appui aux politiques publiques en faveur de la transition agroécologique. Donc, j'ai pris pas mal d'illustrations qui sont issues des travaux récents que l'IRAM a fait sur les transitions agroécologiques. Et là, ça, c'est juste un petit schéma qui nous avait été proposé par Jean-Michel Sourisseau du CIRAD quand il a participé à la journée d'études, et qui montre un peu les différentes dimensions de l'agroécologie et comment l'agroécologie s'est structurée dans le champ de l'agronomie, disons, depuis le début du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Et ce que je voulais juste montrer, c'est que vous voyez les politiques de l'agroécologie que vous avez tout en haut à droite. En fait, c'est quelque chose qui est assez récent à l'échelle temporelle, puisque c'est quelque chose qui date à peine une vingtaine d'années quand on parle de politique de l'agroécologie. C'est-à-dire l'agroécologie, ça a d'abord été réfléchi comme une discipline scientifique avec tous les travaux d'Altieri notamment. Ça a été un ensemble de pratiques aussi, de valorisation notamment de tous les mouvements pour valoriser les savoirs paysans. Et ça a été aussi fortement un mouvement social. En tout cas, moi, quand j'ai commencé mes premiers travaux en tant qu'agronome au Brésil, c'était avec des organisations, des ONG au Brésil qui travaillaient dans les années 90 sur l'agroécologie. C'était vraiment un mouvement qui militait fortement pour des changements de pratiques par rapport aux pratiques de la Révolution verte. Voilà, donc c'est juste pour dire que quand on parle des politiques de l'agroécologie, on parle de quelque chose d'assez récent. Je vous ai mis ici un schéma dont je sais que ce n'est pas très lisible, que j'ai pris sur le numéro spécial de l'Interréseau. C'est pour que vous voyez un peu les éléments de chronologie. Et notamment, vous voyez les dates qui sont en violet, là, sur le côté gauche. 2014, 2018, 2019, c'est un peu pour illustrer le fait que, au niveau international, la reconnaissance de l'agroécologie dans les politiques publiques, et là c'est notamment la FAO, les grandes dates des prises de position de la FAO sur l'agroécologie, vous voyez en 2014 et puis en 2018, c'est quand même quelque chose d'assez récent. Alors, sur l'Afrique de l'Ouest en particulier, donc la zone sur laquelle nous travaillons avec le
le programme PAE. Donc le PAE, j'ai dit, c'est financé par l'Agence française de développement et l'Union européenne. Et c'est mis en œuvre par 3 organisations. Enfin, il y a une assistance technique qui est fournie par l'IRAM, par Agronomes et Vétérinaires sans frontières et par INADES Formation, qui est une ONG ouest-africaine. Voilà, ça c'est un peu un schéma pour dire que dans tous les pays, évidemment, de l'Afrique de l'Ouest, on a des situations très variées en matière de prise en compte de l'agroécologie dans les politiques publiques, avec des pays qui sont plus avancés, dans lesquels il y a des stratégies agroécologiques, ou bien qui sont des stratégies vraiment spécifiquement de développement de l'agroécologie, ou bien qui sont incluses dans des stratégies de développement agricole plus larges. Et avec des pays, par contre, vous voyez ceux qui sont en jaune, la Guinée, la Sierra Leone, le Libéria, la Gambie, où ces politiques sont inexistantes, mais où il y a quand même un début de dialogue politique pour pousser à la discussion sur l'agroécologie. En fait, il y a 2 éléments qui me semblent, moi, assez essentiels dans la mise en place de politiques publiques en faveur de l'agroécologie. Il y a d'un côté, je dirais, des grandes ONG qui appuient fortement dans leur discours, dans leur pratique et dans leur financement la transition agroécologique. Donc, qui travaillent beaucoup en lien avec la société civile dans les pays d'Afrique de l'Ouest pour promouvoir, pour convaincre, pour favoriser le développement des pratiques et pour travailler aussi sur du plaidoyer au niveau des politiques publiques. Et il y a un autre élément fort, c'est en fait tout ce qui concerne les changements climatiques, en fait, et le besoin d'adaptation de l'agriculture au changement climatique. Dans beaucoup de pays, finalement, ce qui sensibilise les décideurs politiques à l'agroécologie, c'est l'idée que les pratiques agroécologiques permettent de mettre en œuvre des systèmes agricoles qui sont plus résilients au changement climatique que les systèmes, disons, issus de la révolution verte. Et donc, le fait d'avoir de plus en plus de pays qui définissent des politiques de lutte contre les changements climatiques ou d'adaptation au changement climatique, c'est un facteur très favorable à l'introduction de stratégies ou de politiques agroécologiques dans les pays. Alors, il n'en reste pas moins que j'ai pris cette caricature parce que je trouve qu'elle résume bien quand même l'ambiguïté qu'il y a dans la mise en place des politiques agricoles dans la plupart des pays. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on a... Alors bon, en même temps, c'est aussi connoté, mais disons que les pays sont à la fois... essayent de promouvoir l'agroécologie et aussi l'agro-business, quoi. C'est un peu l'élément qui est caché là dans la caricature, avec le personnage de gauche qui fait de l'agro-business et celui de droite qui fait de l'agroécologie. Et on est toujours un peu avec ce double langage dans beaucoup de pays où finalement les politiques publiques ne choisissent pas une option plutôt que l'autre, mais essayent de ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier, peut-être, on peut dire ça, ou en tout cas de favoriser à la fois des politiques agro-business, avec essayer de faire venir des investisseurs et des modèles agronomiques assez conventionnels, on peut dire, basés sur des cultures d'exportation, des monocultures, des intrants, etc. Et de l'autre côté, des politiques plus agroécologiques avec des diversités de cultures, moins d'intrants ou des intrants biosourcés
et des volontés de meilleure résilience et de promotion de l'agriculture familiale, paysanne, pour des politiques aussi de souveraineté alimentaire. Donc il y a souvent cette grosse ambiguïté, c'est-à-dire que même si un pays a des politiques en faveur de l'agroécologie, il peut aussi avoir des politiques en faveur de l'agrobusiness. Ça, c'est juste un rappel, je pense que vous avez un peu ces éléments en tête, mais c'est les niveaux de mise en œuvre de l'agroécologie selon Glissman. Donc depuis le niveau incrémental, là où on va passer pour la transition, hein, c'est-à-dire on va passer du niveau 1 où on va augmenter l'efficience d'un intrant, par exemple mieux doser l'utilisation de l'engrais à la parcelle. Le niveau 2, substituer une pratique alternative ou un intrant, c'est-à-dire par exemple on va utiliser un biopesticide plutôt que d'utiliser un pesticide chimique. Le niveau 3, où là on fait une nouvelle conception, on revoit le fonctionnement de l'écosystème, de l'agroécosystème. Donc on revoit l'enchaînement des cultures, les rotations, les associations de cultures, les associations agriculture et élevage, etc. Donc là, on est à un niveau vraiment, disons, de gros changements au niveau, mais toujours au niveau agricole. Et après, les niveaux 4 et 5, où là, on est vraiment plus au niveau du système alimentaire et où on va essayer de travailler sur l'environnement du système agricole proprement dit, avec la question évidemment des filières, des mises en marché, voilà, de toute la structure, notamment amont et aval, pour pouvoir développer des systèmes agricoles agroécologiques. Pour ce qui concerne les politiques en Afrique de l'Ouest, le premier point qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, on est plutôt sur les niveaux qui sont en vert, là, c'est-à-dire les niveaux 1 à 3. C'est-à-dire on est essentiellement dans ces politiques-là. Alors, les stratégies nationales sont diverses, comme je l'ai mentionné. Et effectivement, on a des jeux d'acteurs qui sont assez complexes pour arriver à mettre en place ces politiques en faveur de l'agroécologie, avec des niveaux aussi de compréhension et de formation qui sont assez diversifiés. Un élément peut-être aussi que je voudrais souligner, qui est spécifique finalement quand on réfléchit aux transitions agroécologiques en Afrique de l'Ouest, à la différence par exemple de ce qu'on pourrait avoir en France. Je trouve ce schéma est assez parlant. Si vous regardez, on a d'un côté ici en ordonnée le niveau de biodiversité. Donc plus on monte, plus on a une forte biodiversité. En bas, elle est plus faible. Et ici, c'est un système plutôt naturel, un système plutôt, disons, artificialisé par l'action humaine. Et je dirais que ici, en France, par exemple, on est plutôt vers les systèmes qui sont en bas, là, qui sont définis comme systèmes agricoles classiques, c'est-à-dire les systèmes qu'on pourrait appeler systèmes conventionnels, dans lesquels finalement il y a une forte artificialisation et une faible biodiversité. En haut à gauche, par contre, on a les écosystèmes naturels. Donc plus on est dans un écosystème naturel, plus on va se retrouver vers la partie gauche du schéma.
Quand on regarde les systèmes agricoles en Afrique de l'Ouest, on a quand même une forte diversité, c'est-à-dire on n'a pas que des systèmes qui sont des systèmes qu'on appellerait ici systèmes conventionnels ou systèmes issus de la Révolution verte avec beaucoup d'intrants, une forte artificialisation. Il y a beaucoup de systèmes aujourd'hui qui sont mentionnés là comme systèmes agricoles traditionnels. Alors, je ne sais pas si c'est la bonne dénomination, mais c'est des systèmes dans lesquels finalement il y a très peu d'intrants. Des systèmes de défriche-brûlis, des systèmes dans lesquels il y a des transferts de fertilité, de l'élevage vers l'agriculture, des systèmes agroforestiers avec des carités, des nérés ou des acacias dans les champs, des systèmes qui finalement utilisent fort peu d'intrants et qui, de ce point de vue, en matière de transition, l'idée c'est pas de passer d'un système très artificiel avec beaucoup d'intrants, mais c'est plutôt de passer de ces systèmes agricoles traditionnels à des systèmes agroécologiques qui aient une meilleure efficacité en termes de production et de résilience. Donc la question de la transition agroécologique, elle ne se pose pas partout de la même façon. Elle se pose différemment si on prend un système je sais pas, de plantation de cacao avec une forte utilisation d'intrants. Ben, l'idée, ça va être effectivement d'aller vers des systèmes plus diversifiés, peut-être des systèmes sous ombrage, avec moins d'intrants. Donc là, on est dans quelque chose qui correspond plutôt à système agricole classique et intensification durable et agroécologique. Mais ce n'est pas le cas de nombreux systèmes, en fait, notamment des systèmes vivriers qui souvent, les paysans n'ont simplement pas les moyens ou l'accès à des intrants comme des engrais, des pesticides ou de la traction animale ou mécanique. Donc voilà, juste pour un peu positionner cette question de la transition agroécologique, peut-être de façon différente dans beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest par rapport à ce qu'elle peut être dans les pays européens. Alors, juste pour terminer, du coup, les principaux éléments pour mettre en œuvre, pour définir et mettre en œuvre des politiques publiques, le premier point qui semble le plus important, sur lequel on a essayé de travailler dans le cadre du PAE, c'est d'abord de travailler à documenter l'efficacité de l'agroécologie, d'avoir des éléments de preuve qui permettent d'alimenter le plaidoyer auprès des décideurs. Et ça passe par la mise en œuvre d'actions en faveur, de projets en faveur de l'agroécologie dans différents écosystèmes, dans différentes situations agroécologiques, et non seulement d'expérimenter, mais après de documenter aussi les résultats de ces expériences pour pouvoir après convaincre en disant bon, l'agroécologie, c'est pas une question de croire ou de pas croire, c'est une question d'avoir des preuves qui montrent que les pratiques agroécologiques peuvent produire des résultats économiques et des résultats environnementaux qui sont effectivement intéressants pour le pays. Parce qu'il faut quand même se rendre compte que derrière, sur l'agriculture qu'on appelle l'agriculture conventionnelle, l'agriculture issue de la Révolution verte, il y a des centaines de travaux de recherche qui documentent l'efficacité par exemple, de l'utilisation d'une dose d'engrais sur une culture de sorgho. Donc, dire qu'on peut remplacer ça par d'autres façons de cultiver, il faut vraiment arriver à montrer que les propositions qu'on amène ne vont pas amener à une diminution, par exemple, des rendements et à des problèmes de sécurité alimentaire. Donc ça, c'est un des premiers travaux qui ont été faits dans le cadre du PAE, c'était de financer une multiplicité de petits projets
de mise en œuvre de pratiques agroécologiques par des organisations non gouvernementales, par des institutions nationales, par des centres de recherche, etc. Des organisations paysannes. Le deuxième élément important pour développer des politiques en faveur de l'agroécologie, c'est la question du conseil agricole. Parce que pour que, effectivement, les gens aient accès à des solutions agroécologiques ou pour qu'ils puissent mettre en œuvre des pratiques agroécologiques, il faut que les paysans aient accès à de l'information et du conseil agricole. Et ça, c'est quand même un gros nœud, je dirais, du changement. C'est la capacité à avoir à la fois, bon, on sait déjà que le conseil agricole aujourd'hui, c'est déjà une problématique importante dans beaucoup de pays. C'est-à-dire que dans beaucoup de pays, il n'y a pas de conseil agricole, il n'y a pas de conseil agricole de qualité. Le conseil agricole n'est pas facilement accessible pour la plupart des agriculteurs familiaux. Donc ça, c'est une problématique qui existe quel que soit le type d'agriculture qu'on veut promouvoir. Mais dans le cas de l'agroécologie, c'est sensiblement plus complexe de faire du conseil agricole. Une des raisons, c'est que quand on fait de l'agriculture conventionnelle, on a un peu une recette qu'on va adapter de la même façon, quel que soit l'endroit où on fait du conseil. C'est-à-dire que si l'idée, c'est de mettre de l'engrais et de traiter avec des pesticides, ben, la recette, elle va marcher à peu près partout. On va regarder les conditions spécifiques de sol, mais grosso modo, le conseil agricole, il pourrait être le même à peu près partout. Par contre, quand il s'agit d'agroécologie, puisqu'il ne s'agit plus d'adapter les pratiques agricoles aux semences qui auront été sélectionnées, mais il s'agit plutôt d'adapter les pratiques agricoles au système agroécologique qu'on veut mettre en place. Donc là, on est dans quelque chose qui est très spécifique, qui doit être défini en fonction des conditions locales. C'est-à-dire on ne va pas artificialiser le milieu, mais on va essayer de tirer le maximum de production en fonction des potentialités du milieu dans lequel on se trouve. Donc ça veut dire une bonne connaissance des spécificités de chaque milieu, de chaque type de sol, climat, de la végétation locale, etc. Donc c'est quelque chose qui a un peu du sur-mesure, quoi. C'est un peu la différence entre de la haute couture et du prêt-à-porter. Il faut être capable de faire du conseil qui soit adapté à chaque situation spécifique. Et ça, c'est évidemment beaucoup plus complexe. Et ça veut dire que pour pouvoir faire ça, il faut aussi que les conseillers eux-mêmes ils soient formés. Donc ça nous amène après à toutes les questions de formation agricole. Il faut que les universités, il faut que les écoles, il faut que les centres de formation agricole soient capables de former des agronomes, des techniciens qui puissent donner un conseil agricole spécifique, adapté à la mise en place de pratiques agroécologiques. Donc ça, c'est très complexe. Il faut aussi que ces conseillers agricoles eux-mêmes, ils soient alimentés par des travaux de recherche qui leur donnent aussi des éléments sur qu'est-ce qui fonctionne dans mon agroécosystème, quelles sont les plantes que je peux associer ou que je ne peux pas associer, quelles sont les rotations qui fonctionnent, etc. Donc il faut que la recherche puisse alimenter aussi, et donc il faut que le secteur de la recherche soit capable de proposer des innovations, et il faut que ce secteur de la recherche soit aussi à l'écoute des besoins des systèmes agricoles paysans pour pouvoir produire des innovations qui répondent aux difficultés, aux contraintes auxquelles ces systèmes font face pour pouvoir améliorer la production et garantir les services écosystémiques.
Peut-être le dernier point, c'est la question du financement. Donc, bon, pareil, c'est comme pour le Conseil agricole, c'est des questions qui se posent, quel que soit le modèle agricole qu'on défend. Le financement de la transition, c'est quelque chose qui est complexe. De toute façon, il y a déjà beaucoup de producteurs qui n'ont pas accès à du crédit agricole. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. Mais peut-être si on peut faire un parallèle aussi, par exemple, avec le développement de l'agriculture biologique, on voit que pour qu'il y ait un développement de filières particulières, il faut aussi que les secteurs amont et aval puissent se structurer pour fournir les services nécessaires à la mise en place de filières agroécologiques. Donc, par exemple, il faut qu'il y ait des productions d'intrants qui soient spécifiques agroécologiques. Si derrière les vendeurs d'intrants, ils vendent que des engrais de synthèse et des pesticides, s'il n'y a pas de production de biopesticides, etc., ça va être difficile de mettre en pratique les recommandations des vulgarisateurs. La même question se pose après avec l'aval et la capacité à mettre sur le marché des produits agroécologiques qui vont aussi être différenciés des produits conventionnels et qui vont trouver eux aussi des gens prêts éventuellement à payer un différentiel de prix comme pour les produits bio en fonction de la spécificité, de la qualité, de l'innocuité des produits qui auront été produits selon ces normes agroécologiques. Voilà, je vois que ça fait déjà presque 40 minutes que je parle. Du coup, je vais arrêter là et je vais vous passer la parole pour des questions éventuelles. Oui, bonjour, merci. Ma question, c'est en fait concernant le premier point, trouver les preuves de l'efficacité de l'agroécologie. Vous avez parlé de l'histoire de l'agroécologie des années 80-90. En fait, je me demandais quels sont les points qui ralentissent un peu cette quête de preuves, parce que ça fait quand même plusieurs dizaines d'années qu'on est un peu au courant, quoi. Je pense que c'est juste le fait que pendant longtemps, les institutions ne se sont pas beaucoup intéressées à l'agroécologie. Ça a été quelque chose de très marginal pendant de nombreuses années, notamment les institutions de recherche ont beaucoup suivi la révolution verte, la production de semences améliorées. La mise de ces semences améliorées, elles étaient sélectionnées sur la base de facteurs de production non limitants, c'est-à-dire d'avoir le maximum d'engrais, de l'irrigation, etc. Donc il faut le temps pour que les institutions de recherche, notamment, changent de paradigme et qu'elles commencent à s'intéresser à d'autres façons de produire et essayer de donner des preuves de l'efficacité en faisant des expérimentations et en faisant des mesures et en allant au-delà des mesures agronomiques, en faisant des mesures après économiques pour voir la rentabilité de ces systèmes. Et je pense qu'aujourd'hui, par exemple, si vous regardez la production scientifique du CIRAD, alors moi, je n'ai pas fait une analyse, mais si on faisait une analyse des bases de données, par exemple, vous allez voir que sur la recherche, depuis quelques années, mais il y a énormément de recherche sur l'agroécologie. Mais ça a mis beaucoup de temps. Au début, c'était plus quelque chose de considéré comme marginal par les centres de recherche. Bonjour, merci. Moi, j'avais une question par rapport aux 5 piliers de la transition agroécologique présentés par Gliessman. Est-ce que vous connaissez des pays qui mettent en œuvre des politiques publiques qui s'attaquent aux 2 derniers piliers et pas juste aux 3 premiers? Je ne sais pas si on peut revenir sur la slide peut-être pour... au pilier transformationnel.
Non, je ne suis pas assez connaisseur des politiques publiques en matière d'agroécologie pour... Moi, je connais essentiellement en Afrique de l'Ouest, mais peut-être qu'en Amérique latine, il y a des pays qui sont beaucoup plus avancés, mais comme je ne travaille pas sur ces régions-là, je ne pourrais pas dire. Le seul pays que je connais bien, c'est le Brésil, et je peux dire qu'on n'en est pas là. Oui, je disais pour avoir des échanges sur ce point-là. Les deux derniers niveaux de Glisman, ils évoquent la transformation de fond des systèmes alimentaires. Et donc, ce qu'on a quand même aujourd'hui, ce sont des politiques alimentaires dans bon nombre de pays. Et ces politiques alimentaires, à un moment donné, peuvent rejoindre ou intégrer des éléments d'agroécologie. Donc, dans les pays d'Afrique de l'Ouest, ça pourrait nous donner quoi, ça, si on rentre par cette dimension politique alimentaire? Je ne sais pas. En fait, très souvent, les politiques alimentaires sont plutôt mises en œuvre à des niveaux plutôt décentralisés, donc à des niveaux très régionalisés. Et là, on a différents exemples dans différents pays d'Afrique de l'Ouest, effectivement, dans lesquels on a cette dimension d'agroécologie au niveau des régions, portée au niveau des régions. Et donc, ça déplace un peu la problématique autour de quelles sont les capacités des régions à mettre en place ces politiques-là dans des contextes nationaux qui sont quand même, là vous le montriez sur la diapo de la cartographie, bon, qui pour l'instant n'intègrent pas massivement en fait ces questions-là. Donc ça se double en fait aussi d'une dimension de la nature des politiques publiques et du niveau où elles sont mises en œuvre en fait. Merci. Je voudrais revenir sur l'ambiguïté qui était évoquée au départ sur les politiques plutôt agro-industrielles ou versus agroécologiques. Cette ambiguïté en termes de moyens, en termes de... Voilà. Est-ce qu'on a une vision, une idée sur quels sont les moyens qui sont alloués sur les différents types d'agriculture? Et donc ça, ce serait... Voilà, ce serait ma première question. Moi, je n'ai pas de chiffres, mais c'est clair qu'en termes de moyens, il y a beaucoup plus de moyens qui sont mis sur de l'agriculture conventionnelle, des politiques d'agrobusiness. Il y a beaucoup plus de moyens, il y a beaucoup plus de financements qui vont vers ça. Après, ce qu'il faudrait pouvoir analyser, c'est la tendance, quoi. C'est-à-dire regarder est-ce que ces moyens ils diminuent, est-ce que tendanciellement ils diminuent, ou est-ce qu'ils continuent, ils sont stables, ou ils continuent à augmenter. Moi, j'ai quand même l'impression qu'on est encore beaucoup sur des subventions aux intrants. Il y a des lobbies forts pour continuer à subventionner, et en même temps on sait que les subventions ça se modifie pas du jour au lendemain. On le voit bien par exemple en France où les agriculteurs ont toujours des exonérations sur le fuel agricole, même si on sait que les politiques, il faut décarboner et que ces subventions aux énergies fossiles ne sont pas la meilleure chose, mais malgré tout c'est difficile de changer les systèmes mis en place. Il y a des intérêts pour continuer à avoir des politiques en faveur des subventions aux intrants. Donc je pense que c'est surtout ça qui rend difficile le changement. Et puis il y a quand même des acteurs puissants dans les grandes firmes aussi qui produisent des intrants, des semences, etc. pour ne pas changer le modèle. Il y a quand même beaucoup de bailleurs. Alors peut-être quand même une petite parenthèse, parce qu'au
au niveau français, l'Agence française de développement, pratiquement tous les projets, en tout cas moi, tous ceux que j'ai vus, je pense que ça fait partie de leur politique, ils demandent la mise en place d'agroécologie, de pratiques agroécologiques. Je pense que l'Agence française de développement ne subventionne plus, ne fait plus de projets dans lesquels elle subventionne des intrants, des pesticides. Mais par exemple, la Banque mondiale continue à avoir beaucoup de projets de promotion de l'agrobusiness. Ça fait partie des politiques. Alors, du coup, c'est de l'appui à l'entrepreneuriat agricole. Et du coup, là, on n'est plus vraiment sur de l'agriculture familiale ou alors des modèles d'agriculture de petites entreprises familiales, mais avec toujours des modèles. Moi, j'en ai vu encore dans pas mal de pays. La Banque africaine de développement, la Banque mondiale, c'est quand même encore très, très classique en termes d'approche avec, pareil, des semences améliorées, des intrants. Enfin, on est loin d'avoir basculé. Pour moi, le plus gros changement que je vois, c'est quand même sur les institutions de recherche et le fait que de plus en plus, il y a la FAO aussi, quand même, les rapports de la FAO qui font date, quoi. Je me souviens quand Olivier de Schutter était conseiller spécial sur le droit à l'alimentation pour les Nations Unies et qui parlait d'agroécologie, ça fait quelques années, c'était loin de faire consensus, mais aujourd'hui, par exemple, au niveau de la FAO, il y a quand même aujourd'hui beaucoup de documents qui disent que oui, on peut nourrir la population mondiale avec des pratiques agroécologiques et qui ne sont pas vraiment scientifiquement remis en cause. Donc ça, pour moi, c'est quand même le gros changement, c'est la publication scientifique et l'appui institutionnel à l'agroécologie. Ouais, j'ai une autre question, mais je ne veux pas monopoliser. Ouais. Allez. Merci. Moi, j'ai une question par rapport au programme pour promouvoir l'agroécologie. Qui porte ce programme aujourd'hui? Parce que je ne sais pas si j'ai bien compris, mais c'est financé par l'Union européenne. Je me pose la question, pourquoi ça ne passe pas par l'Union africaine, par exemple, par ses partenaires, et plutôt porté directement par l'Union européenne. Et deuxième question aussi, pour comprendre un peu cet écosystème de mouvements sociaux concernant l'agroécologie dans l'Afrique de l'Ouest, quels sont leurs rôles dans ces questions de politique publique? Qu'est-ce qu'ils peuvent aussi apporter? Est-ce qu'ils existent déjà, ou c'est ces mouvements-là, ou est-ce que ça en baisse ou ça augmente, quoi? Merci. Oui, un élément que j'ai oublié de mentionner, mais qui est essentiel, c'est que du coup, le programme agroécologie, il est mis en œuvre par l'Agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation de l'Afrique de l'Ouest, donc qui est une agence qui dépend de la CEDEAO. Et vous savez sans doute, la CEDEAO a défini une politique agricole qu'on appelle ECOWAP, donc qui est la politique agricole de la région Afrique de l'Ouest. Et ça, c'est quand même quelque chose de nouveau. Et du coup, ce programme agroécologie, il est au niveau ouest africain, au niveau de la CEDEAO, pour faire en sorte que l'agroécologie soit mieux prise en compte dans les politiques publiques. Et cette politique agricole de la CEDEAO, ECOWAP, elle doit être révisée cette année, je crois. Et par exemple, moi, quand je suis allé en mission l'année dernière, je suis allé en Sierra Leone, et les personnes du ministère de l'Agriculture avec qui j'ai travaillé, ils étaient déjà en train de réfléchir à cette question de la révision de la politique agricole de la CEDEAO. Et du coup, dans leur réflexion, les projets agroécologiques sur lesquels ils étaient intervenus dans le cadre du PAE, ça servait à alimenter leurs réflexions pour les discussions en matière de politique agricole régionale. Donc, en fait, c'est aussi tous ces éléments-là qui vont permettre de construire un écosystème, entre guillemets,
un écosystème institutionnel favorable à la prise en compte de l'agroécologie dans les politiques publiques. Donc là, c'est au niveau, je disais au niveau de la CEDEAO, mais comme c'est des personnes du ministère de l'Agriculture, eux, ils ont leur politique nationale qui s'appelle Feed Saloon, qui est une politique agricole et alimentaire particulière à Sierra Leone. Je pense que ça doit petit à petit aussi être pris en compte dans les politiques nationales. Donc c'est avec les idées. L'idée, c'est qu'au travers de ces financements, de ces programmes auxquels participent les institutions nationales, qu'au niveau de la CEDEAO, progressivement, l'agroécologie soit de plus en plus considérée comme une politique importante, une stratégie importante pour la mise en œuvre de l'EcoWAP. Pour ce qui concerne les mouvements sociaux, je ne connais pas très bien, je ne pourrais pas être très précis, mais je pense que beaucoup d'ONG travaillent avec les organisations de producteurs et avec les fêtières des organisations de producteurs comme l'Europa. Et il y a beaucoup d'organisations paysannes qui militent en faveur de l'agroécologie. Et donc il y a des plateformes multi-acteurs dans lesquelles les organisations paysannes sont un peu les fers de lance pour essayer de faire bouger les gouvernements en faveur de la prise en compte de l'agriculture familiale et de l'agroécologie pour le développement de l'agriculture familiale. Alors, ouais, on a parlé aussi de plaidoyer et du fait que les résultats de la recherche agronomique pouvaient participer à créer de l'évidence pour que l'agroécologie soit soutenue. Est-ce que, justement, dans les réflexions qui sont en cours pour les politiques là, dont tu parlais, on utilise aussi les rapports sur les coûts complets, les externalités négatives, parce que justement le travail qu'a fait la FAO autour de continuer à soutenir une agriculture telle qu'elle est, plus une alimentation qui est finalement mauvaise pour la santé, pour aller très vite, crée des coûts supplémentaires en termes de santé et d'environnement. Et du coup, est-ce que ça rentre aussi en ligne de compte dans la réflexion pour plaidoyer pour des politiques plus agroécologiques? J'ai pas souvenir d'avoir lu quelque chose comme ça sur l'Afrique de l'Ouest. Mais j'ai lu il n'y a pas longtemps, justement, que l'université de Wageningen avait publié un rapport là-dessus, mais je pense que c'est sur les Pays-Bas, du coup, où elle a développé une méthodologie pour prendre en compte l'ensemble des coûts réels, donc y compris les coûts qui sont supportés par la société en matière d'environnement, de santé, etc. Donc je pense qu'il y a des institutions de recherche qui essayent de travailler là-dessus, mais moi, j'ai pas vu de données, par exemple, sur certains systèmes agricoles en Afrique de l'Ouest pour réintégrer des coûts cachés. J'ai pas souvenir de ça, en tout cas, mais ça existe peut-être. Oui, j'avais deux questions. La première, c'est est-ce que vous savez si dans la société ou dans les sociétés en Afrique de l'Ouest, il existe parmi les consommateurs vraiment la demande pour les produits agroécologiques? Ça, c'est une question. C'est une bonne question. Moi, il y a quelques années, j'étais sur un programme au Laos. Et il y avait, avant que j'arrive, il y avait eu une certification organique, biologique pour des produits de maraîchage. Et du coup, la question se posait de continuer à avoir la certification.
Et donc, on a essayé de voir, est-ce que ces produits arrivaient à avoir un marché spécifique? Est-ce que les gens étaient sensibilisés, intéressés? Est-ce qu'ils étaient prêts à payer plus pour aller acheter des produits bio? Et la réponse, très clairement, c'est que les gens, ils regardent d'abord le prix avant tout. Et que si c'est à prix égal, souvent, ils seront contents de prendre un produit bio ou agroécologique, mais si c'est plus cher, et ça, c'est la même chose, nos collègues qui travaillent à Madagascar nous ont dit exactement la même chose sur les produits agroécologiques et la qualité des produits. À Madagascar, c'était pareil, il n'y avait pas de valorisation particulière sur le marché des produits agroécologiques. Ils étaient souvent vendus au même prix et des fois mélangés avec des produits. Ça, c'est une des difficultés qu'il y a à faire valoir la différence de ces produits-là, le fait qu'ils peuvent être meilleurs pour la santé. Moi, certaines personnes m'avaient dit à un moment, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils se conservent mieux. Et donc, des fois, ils arrivent à se vendre un peu plus cher parce que les marchands vont pouvoir les conserver plus longtemps. Mais voilà, ça, c'est vraiment une question complexe. C'est très difficile de valoriser, d'avoir un prix différencié pour des produits en fonction de leur qualité agroécologique ou biologique. Une dernière question brûlante, parce qu'après, si tu as une dernière, c'est ça? Parce qu'il faut conclure. Vas-y. C'est la dernière, parce qu'on doit clôturer. Oui, la dernière question, c'était juste, est-ce que pour vous, l'agribusiness ou une agroécologie à grande échelle, c'est pas possible? Ou ouais. De l'agroécologie, alors, ça dépend ce qu'on appelle à grande échelle et puis ça dépend de quelle production on parle. A priori, la gestion de la diversité, disons, de la biodiversité à grande échelle est sans doute plus complexe, mais pas forcément impossible. Donc, c'est comme... je pense que c'est comme... on pourrait, par exemple, si on parle de maraîchage, on va être sur des petites échelles. Si on parle de production de céréales, on va être plutôt à des grandes échelles. Mais c'est le type de production qui définit l'échelle. Après, je pense que c'est plus compliqué de vraiment gérer la biodiversité, la diversité des cultures sur des échelles qui soient très très grandes, parce que ça demande aussi un pilotage assez précis. Mais je ne dirais pas forcément que tout doit être à petite échelle. On peut penser à de la riziculture, comme par exemple on a de la production en bio à grande échelle. Après, dans les principes de l'agroécologie, il y a aussi la question de l'équité, il y a aussi ces questions plus d'ordre social. Donc après, c'est aussi le modèle derrière qui est, par exemple, c'est comme la production bio qui utilise des migrants et dans le sud de l'Espagne avec des coûts humains et écologiques. Ça questionne, je dirais, par rapport au fait que ce soit bio, c'est bio, mais après, dans les principes de l'agroécologie, il y a d'autres principes qui ne sont pas seulement sur le fait de ne pas utiliser des intrants chimiques et de promouvoir la biodiversité. Plus on monte dans les principes, là, on va peut-être plafonner si on est sur des grosses exploitations. Alors, je crois que, au regard de l'heure, nous allons être obligés de conclure, alors qu'il restait sans doute encore plein de questions et de réflexions à partager. Donc, merci pour cette intervention. Moi, ce que je voudrais peut-être retenir en termes de conclusion, c'est dans tout ce que vous nous avez montré là, on voit la dimension très, très plurielle, finalement, de cette transition agroécologique qui a des dimensions agronomiques techniques, très clairement, mais aussi des dimensions économiques, des dimensions sociales, organisationnelles, politiques, réglementaires.
Et donc ça, alors on n'a pas eu le temps d'en parler, hein, la question du métier que j'évoquais en introduction, mais ça interroge très fortement, ça doit nous interroger nous tous ici, hein, dans une école d'agronomie où on forme les agronomes, agroéconomistes ou agrosociaux de demain, sur la nécessité d'avoir cette formation très ouverte sur ces différentes dimensions pour pouvoir intervenir, accompagner ce type de processus de changement. Merci.